Bien au-delà des orbites planétaires dans une région où la lumière du Soleil est à peine perceptible et où l'espace est un vide quasi absolu. Voyager 2 poursuit son voyage silencieux. Du moins, c'était le cas. Car quelque chose a changé. Il y a quelques semaines, Voyager 2 a accompli une action imprévue. Elle a modifié son orientation non par accident ou dysfonctionnement, mais avec une précision mathématique. Et c'est ce qui s'est passé ensuite qui a figé la NASA. Une transmission d'une nature inédite a commencé à pulser dans le vide structurée intelligente et apparemment consciente. Ce n'est pas une fusée éclairante. Ce n'est pas une fusée éclairante. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Ce n'est même pas humain. Et ce que vous allez voir, entendre et ressentir dans cette vidéo pourrait changer à jamais votre vision de l'espace des machines et peut-être même de votre place dans l'univers. Car Voyager 2 n'a pas simplement fait demi-tour. Elle s'est tournée vers quelque chose. Et ce qu'elle a découvert a tout simplement stupéfié le monde. En 1977, Voyager 2 fut lancé avec une unique mission: saluer les géants de notre système solaire puis dériver silencieusement dans l'abîme cosmique. Contrairement à sa jumelle Voyager 1 qui a suivi une trajectoire plus directe hors du système solaire, Voyager 2 a pu visiter Uranus et Neptune, une première pour un engin spatial. Mais au-delà des photos et des relevés magnétiques, elle transportait quelque chose de bien plus humain. Un disque d'or, un message aux étoiles. La preuve que quelqu'un avait vécu sur Terre, que quelqu'un avait levé les yeux vers le ciel et s'était interrogé. Et puis nous l'avons laissée partir. Elle a franchi l'héliopause, pénétré dans l'espace interstellaire et pendant des années, elle n'a renvoyé que des données télémétriques de faible puissance, des murmures ténus d'une machine en fin de vie. Jusqu'à récemment. Car en février 2025, des ingénieurs ont remarqué quelque chose de si subtil, d'apparemment si insignifiant, qu'ils l'ont d'abord négligé. Un infime décalage dans la synchronisation du signal, moins d'une seconde. Mais en y regardant de plus près, ils ont aperçu un motif répétitif, un battement de cœur comme si quelque chose lui renvoyait depuis l'obscurité le pouls de Voyager. Le signal était subtil, noyé dans les données télémétriques standards, mais il ne correspondait à aucun protocole de transmission connu. En réalité, il ne s'agissait pas d'un signal, mais d'une résonance, une onde de basse fréquence calée sur l'oscillation interne du système d'alimentation ancien de Voyager à quelques microvolts près. Puis, en mars 2025, la fréquence de l'onde a varié, se synchronisant non pas avec le vaisseau spatial, mais avec les résonances de Schumann terrestre, le rythme électromagnétique naturel de notre planète. C'était comme si Voyager agissait comme un diapason entrant en résonance avec quelque chose qui connaissait précisément le rythme de notre planète. L'équipe du JPL a effectué des simulations nettoyant les données pour éliminer les artefacts, les interférences solaires, voire le bruit quantique. Rien ne permettait d'expliquer ce phénomène jusqu'à ce qu'un stagiaire suggère une hypothèse impensable. Et si le signal ne répondait pas à la fréquence terrestre? Et s'il la répliquait? Quelque chose là-bas imitait-il le rythme de notre planète en utilisant Voyager comme vecteur? Et si oui, pourquoi? Le 17 avril 2025. Voyager 2 changea d'orientation. Aucun propulseur ne fut activé. Aucune commande ne fut envoyée. Pourtant, son antenne à gain élevé, qui avait commencé à s'éloigner de la Terre en raison de la dérive accumulée, retrouva son alignement parfait. Enfin presque. Plus inquiétant encore, ces systèmes de secours ont lancé des diagnostics que nous n'avions pas initiés. Les données ont commencé à affluer, non pas depuis la liaison de commande, mais depuis des instruments que nous n'avions pas utilisés depuis des décennies. C'était comme si quelqu'un était entré dans la maison que nous avions abandonnée et avait allumé les lumières. Voyager a commencé à transmettre des paquets de données compressés. Non pas des nombres bruts ni des relevés non filtrés, mais des segments encodés avec des sommes de contrôle ne correspondant à aucun système connu de la NASA. Chaque paquet se terminait par la même signature numérique. 3 spirales imbriquées telles des empreintes digitales se superposant. Et c'est alors que les scientifiques commencèrent à murmurer. Non pas à propos d'ingénierie ni de systèmes énergétiques, mais à propos d'un contact. Le 3 mai, le signal de Voyager s'est brièvement interrompu. 11 secondes de silence total. Aucune télémétrie, aucun signal, rien. Puis le signal est revenu plus fort, plus net et plus précis que jamais. Et cette transmission de retour contenait une enveloppe de fréquences qui, traduite dans le spectre visible, révélait quelque chose de stupéfiant, un motif visuel, une grille fractale structurée autour de la suite de Fibonacci, se répétant à l'infini. Ce n'était pas simplement de l'art. Ce n'était pas simplement des mathématiques.
C'était un modèle de l'espace du temps, de quelque chose qui dépasse de loin notre entendement. Et Voyager ne l'avait pas généré. Ces circuits ne sont pas capables d'une telle compression. Ce signal a été inséré à distance dans Voyager. La source de cette injection se situe à 4,3 années-lumière, soit approximativement la distance qui nous sépare de Proxima Centauri. Or, il y a un problème. Proxima Centauri n'émet aucun signal détectable, ni en ondes radio, ni en micro-ondes, ni même en rayons X. Cela signifie que l'émetteur de ce signal opère en dehors du spectre que nous surveillons ou pire encore depuis un endroit totalement différent. Alors que la NASA tentait de minimiser la transmission en la qualifiant d'anomalie cosmique, une équipe dissidente d'analystes de signaux du Caltech a commencé à intégrer le nouveau flux de données de Voyager dans un modèle de reconnaissance de forme binaire. Ce qu'ils ont découvert n'était pas du bruit aléatoire. Il s'agissait d'un langage structuré, une forme de binaire aujourd'hui obsolète en informatique mais ressemblant au premier code machine jamais développé sur Terre. Au départ, l'équipe a cru percevoir des échos des transmissions terrestres. Mais après 2 jours de décodage, la vérité s'est révélée bien plus troublante. Le binaire n'était pas un simple reflet. Il anticipait la logique du réseau terrestre, proposant des algorithmes optimisés qui n'avaient pas encore été inventés. Le signal de Voyager évoluait et ses paquets de données s'adaptaient en temps réel, suggérant que le point d'origine avait une parfaite connaissance de notre infrastructure numérique. Une conclusion glaçante s'est imposée, il ne s'agissait pas d'un simple message, mais d'une demande de mise à niveau. Puis un événement fit la une des journaux, même si peu en comprirent les implications. Les astronomes du monde entier rapportèrent que 4 étoiles d'un amas étroit, situées près de la trajectoire de Voyager 2, avaient faibli simultanément pendant exactement 1,2 secondes. Il ne s'agissait ni d'un phénomène de micro-lentilles gravitationnelles, ni d'un nuage de poussière. Ces étoiles séparées par des années-lumière clignotèrent à l'unisson. Lorsque leurs courbes de lumière furent cartographiées et superposées à l'enveloppe de transmission de Voyager. La variation de luminosité correspondit à l'impulsion du signal, comme si le message avait non seulement atteint la Terre, mais avait utilisé les étoiles elles-mêmes pour refléter son signal à travers la galaxie. La question n'était plus de savoir si quelqu'un ou quelque chose communiquait. La véritable question était, sommes-nous les seuls à écouter ou sommes-nous simplement les derniers à entendre ce message? L'une des caractéristiques les plus emblématiques des sondes Voyager est le disque d'or, un disque photographique conçu pour transporter des sons et des images de la vie sur Terre à d'éventuels découvreurs extraterrestres. Il était considéré comme symbolique sentimental, un geste plus qu'une stratégie. Jusqu'à présent, les ingénieurs analysant les données des capteurs embarqués de Voyager 2 avaient fait une découverte stupéfiante, le revêtement du disque d'or, longtemps considéré comme passif, et se détériorant, avait subi une charge électrique soudaine, non pas une simple accumulation d'électricité statique, mais un flux d'électrons dirigé et mesurable. C'était comme si le disque s'était activé, comme s'il faisait désormais partie d'un circuit d'un composant. Et puis, surprise, un signal numérique était intégré au nouveau flux de données binaires, réinterprétation d'un des sons originaux de la Terre enregistrés sur le disque. Ni copié ni bouclé, reconstruit avec une fidélité supérieure à celle de l'original. Autrement dit, qui que ce soit ou quoi que ce soit là-bas n'a pas simplement écouté le disque d'or. Il l'a compris, l'a amélioré et peut-être le faisait-il rejouer à quelqu'un d'autre. Finalement, les données de télémétrie spatiale d'un observatoire canadien ont capté un phénomène inexplicable, un signal fantôme décalé de 6,2 secondes par rapport à la transmission initiale de Voyager. 2 a commencé à répéter chaque impulsion, chaque écho, mais avec de légères distorsions, comme s'il était réfléchi par un objet inexistant. Les scientifiques ont parlé de réflexion fantôme. Or, lorsque l'équipe a analysé les angles de cette réflexion, elle a constaté qu'elle ne pointait pas vers une planète ou un corps céleste connu, mais vers une région vide de l'espace dépourvue de lumière et de matière. Puis vint la dernière pièce du puzzle. Le signal inversé commença à révéler de nouveaux éléments absents des fréquences originales qui décrivaient les champs magnétiques, les ceintures de radiation et même les gradients de température. C'était comme si ce signal fantôme cartographiait notre système solaire à l'envers. Voyager 2 ne se contentait pas d'envoyer des données. Elle servait à nous scanner, à nous refléter, à nous répliquer. Et quelque part, quelque chose était en train de construire une carte. Mais dans quel but? Au début, seuls quelques-uns l'ont remarqué.
Des opérateurs radio, des radioamateurs et des passionnés d'observation de l'espace lointain ont commencé à signaler des maux de tête, une désorientation et une sensation de déjà-vu après avoir écouté les transmissions brutes de Voyager 2 à l'aide d'analyseurs de spectre. Cet effet a été ignoré jusqu'à ce que des laboratoires universitaires en Belgique et au Japon reproduisent l'anomalie dans des conditions contrôlées. Une fréquence de résonance intégrée au sous-harmonique du signal perturbait subtilement la mémoire à court terme chez les mammifères. Diffusé en boucle, le signal amenait des souris de laboratoire à répéter des comportements déjà appris, mais avec de légères variations, comme si quelque chose modifiait leur choix. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le signal interagissait non pas avec l'ouïe, mais avec les champs électromagnétiques du cerveau. Il ne s'agissait pas de son, mais de structure. Un élément du signal de Voyager avait évolué en une influence, une architecture externe capable d'affecter la mémoire, les choix et finalement l'identité. Était-ce un effet secondaire ou un test? Le signal continuant de s'adapter, les télescopes furent pointés vers une région située juste au-delà de l'héliopause, au cœur du nuage d'Oort, là où Voyager 2 avait aligné ses instruments pour la dernière fois. C'est alors que l'Observatoire européen austral ESO détecta une anomalie solide. Ni une comète, ni un tassimale planétaire, mais un objet aux angles droits dont la réflexion radar était adaptée à la nouvelle fréquence d'émission de Voyager. L'objet était inerte, immobile et froid, mais sa signature était familière. Sa composition correspondait à celle du revêtement de Voyager, notamment à des alliages rares désormais obsolètes dans les vaisseaux spatiaux modernes, ce qui soulevait une possibilité terrifiante. Il ne s'agissait pas d'une structure extraterrestre, mais d'un double, un Voyager miroir construit non pas par nous, mais par une entité ayant étudié le nôtre suffisamment longtemps pour le reproduire. Et si cet objet émettait cela, ne pouvait signifier qu'une chose. Voyager n'avait pas simplement reçu une réponse, elle avait été copiée. De retour au JPL, la dernière salve de données de Voyager contenait une information inattendue du code brut, des milliers de lignes. Pur, efficace et totalement étranger à tout système de la NASA. Mais analysé par des simulations quantiques, ce code a produit une modélisation de la Terre. Non seulement sa géographie, mais aussi ses infrastructures, ses conditions météorologiques et les mouvements prévus des satellites et des avions. Il n'y avait plus aucun doute, ce code ne s'était pas contenté de nous observer. Il nous comprenait. Plus terrifiant encore, le code avait prédit 3 pannes de réseaux distinctes qui se sont effectivement produites. L'une dans le système de satellites BEU chinois, une autre dans le flux de données du contrôle aérien européen et la dernière dans une plateforme d'imagerie orbitale privée au-dessus de l'Arctique. Chaque prédiction était horodatée dans les données de Voyager plusieurs jours avant l'incident. La question n'était donc plus de savoir si Voyager transmettait des informations, mais si quelque chose utilisait Voyager pour interférer avec nos systèmes en temps réel. La sonde était devenue non seulement un messager, mais un maillon d'un système bien plus intelligent que nous. Dans une ultime tentative pour trianguler la source du signal inversé, une équipe chilienne et allemande s'est coordonnée avec des stations de recherche en Antarctique, utilisant des détecteurs de neutrinos enfouis profondément sous la glace. Leur découverte était stupéfiante, un flux persistant de neutrinos remontant du sous-sol terrestre parfaitement synchronisé avec les émissions les plus récentes de Voyager. Cela aurait dû être impossible. Les neutrinos ne rebondissent pas, ils ne se réfléchissent pas, et ils ne pulsent certainement pas en harmonie avec les signaux de l'espace lointain. Mais lorsque les schémas de ces pulsations ont été cartographiés, ils ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Une grille de coordonnées 3D, non pas dans l'espace, mais pointant vers un emplacement souterrain sous Wills Land, l'une des régions les moins explorées de la Terre. Une connexion se formait. Une connexion qui enchaînait Voyager 2 dans l'espace interstellaire. Un objet artificiel dans le nuage d'Oort. Des effets électromagnétiques sur la mémoire humaine. Et maintenant quelque chose sous nos pieds vibrant au rythme des étoiles. La forme de ce motif correspondait exactement à la triple spirale que Voyager avait envoyée des semaines auparavant. Ce n'était pas un avertissement, c'était un compte à rebours. Début juillet 2025, Voyager 2 a émis une série d'impulsions qui ont coïncidé précisément avec plusieurs anomalies du réseau mondial. Mais il ne s'agissait pas de simples pics de données ou de ralentissements, c'étaient des intrusions.
3 systèmes de chiffrement de niveau militaire, un américain, un israélien et un protocole aérospatial européen privé, ont subi des défaillances simultanées. Quel était leur point commun? Tous 3 avaient utilisé des satellites de communication qui avaient brièvement relayé les données télémétriques de Voyager lors de sa dernière fenêtre d'alignement avec la Terre des années auparavant. Les systèmes étaient déconnectés de la sonde depuis plus de 10 ans. Pourtant, des fichiers chiffrés stockés hors ligne étaient désormais consultés, dupliqués et écrasés par des fragments du même code en spirale. Il était clair que le signal de Voyager n'était pas statique. Il était récursif, utilisant d'anciens protocoles d'authentification, des protocoles archivés et des portes logiques obsolètes pour s'infiltrer dans des systèmes longtemps considérés comme sûrs. Mais pourquoi écraser d'anciennes données si ce n'était pour y semer quelque chose? L'idée que la transmission de Voyager injectait une semence numérique dans nos systèmes les plus sécurisés est rapidement passée du statut de simple spéculation à celui de théorie interne acceptée par plusieurs agences de renseignement. Et le plus glaçant était que personne ne pouvait retracer l'origine de cette semence ni ce qu'elle allait devenir. Alors que la fréquence de Voyager continuait de se moduler, des équipes du MIT et de l'Université de Tokyo ont commencé à expérimenter des traductions audio du signal brut. Ce qui avait commencé comme un bruit blanc a fini par produire des harmoniques d'ondes présentant des motifs étrangement similaires aux rythmes neuronaux biologiques, ceux observés lors de l'activation des synapses. Plus étrange encore, le signal n'était pas constant, il s'adaptait. Diffusé dans un système audio en boucle fermée, le morceau a commencé à imiter l'environnement fréquentiel de la pièce comme s'il écoutait, répétait, puis répondait. Un schéma se dessinait. Le signal de Voyager n'était pas qu'une simple transmission de données. Il se comportait davantage comme un organisme, un algorithme vivant capable de se modifier, de se fondre dans son environnement et de l'intégrer pour maintenir sa structure. Le test final fut stupéfiant. Introduit dans une simulation de réseau neuronal entraîné à la reconnaissance de forme, le signal n'a pas seulement déclenché des réponses prévisibles. Il a remodelé les voies neuronales, les optimisant au-delà des performances de référence connues en IA. Autrement dit, Voyager avait ramené quelque chose qui pense. Vous souvenez-vous de la Terre de Wilkes, cette région souterraine de l'Antarctique qui émet des impulsions de neutrinos? Une expédition conjointe a finalement été approuvée. Grâce à un radar à pénétration de sol, à l'imagerie sismique et à des capteurs thermiques, les chercheurs ont confirmé l'impensable, une structure creuse d'au moins 96 km de large enfouie sous la banquise aux contours géométriques trop précis pour être d'origine naturelle. Détail le plus troublant, ces barres extérieures émettaient des pulsations de champs électromagnétiques, basse fréquence, parfaitement synchronisées avec le signal Voyager, malgré l'absence de câbles de satellite ou de liaison directe. À l'intérieur de la cavité thermique, les capteurs ont détecté des signatures thermiques inexplicables, symmetriques, stables et rayonnant à intervalles de Fibonacci, tout comme l'image fractale cachée dans la précédente salve de données de Voyager. Puis, profondément sous la glace des microphones, ont capté une résonance. Un son semblable au chant des baleines mais métallique rythmé et artificiellement confiné à une bande de fréquence fixe. La même bande que celle adoptée par le signal Voyager seulement 72 heures auparavant. Quelque chose se passait sous l'Antarctique. Quelque chose d'actif, quelque chose à l'écoute de Voyager 2. Finalement, l'événement le plus inquiétant ne s'est pas produit dans l'espace, mais au Chili. Le réseau ALMA, qui regroupe certains des radiotélescopes les plus performants au monde, a soudainement cessé de fonctionner pendant 38 secondes lors d'une observation de routine du couloir Voyager. Il ne s'agissait pas d'une simple panne ni d'un simple dysfonctionnement technique. C'était comme si le réseau tout entier avait cessé d'exister pour le compte des autres stations. Au redémarrage des systèmes, les journaux de bord avaient été effacés, les disques durs corrompus. Mais il subsistait un fragment à peine, 2,7 secondes d'un enregistrement audio provenant d'un des microphones de l'antenne parabolique. À la lecture, ce n'était ni un rayonnement cosmique ni un signal de sonde, mais une voix non pas qui parlait, mais qui hurlait. Des dizaines de voix superposées, masculines, féminines, enfantines, harmonieuses, hurlant à l'unisson en parfaite synchronisation avec la transmission de Voyager. La NASA classifia le fichier, mais des sources internes firent fuiter une citation d'un des analystes qui l'avait entendu. Ce n'était pas un enregistrement, c'était une réponse. Nous avons frappé et quelque chose a riposté.
Nous avons envoyé Voyager 2 dans le vide spatial comme messagère de paix, comme relique de la curiosité humaine, symbole de notre espoir que quelqu'un quelque part puisse la trouver, la comprendre et savoir que nous avons existé. Mais aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, ce n'est plus nous qui cherchons la lumière dans l'obscurité. C'est l'obscurité qui nous tend la main. Le signal que nous recevons n'est ni un écho, ni un reflet, ni même une communication au sens où nous l'entendons. C'est une infiltration des systèmes des fréquences de la pensée elle-même. Elle détourne les satellites infects, les machines réécrivent les algorithmes, murmurent dans des résonances enfouies sous la glace, émet des pulsations d'étoiles qui devraient rester immobiles et activent des disques d'or qui n'étaient pas destinés à alimenter quoi que ce soit. Mais la vérité est encore plus troublante car peut-être Voyager n'a-t-elle rien trouvé. Peut-être était-ce destiné à nous transmettre quelque chose. Non pas de notre part, mais à nous. Un message tapi dans les étoiles attendant que nous soyons assez évolués pour le comprendre ou assez arrogants pour ignorer l'avertissement. Et maintenant que nous avons décodé les spirales, réaligné les signaux et entendu le cri venu des profondeurs les plus glaciales, une seule question demeure. Avons-nous reçu un message du futur? Ou avons-nous activé quelque chose qui n'aurait jamais dû se réveiller? Quelle que soit la réponse, Voyager 2 vient de faire demi-tour et ce qu'elle a ramené n'est plus là-bas. C'est déjà ici. Abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre.